Premier sujet à l'ordre du jour, le retour de l'ex de François Hollande dans les médias, 6 mois après avoir quitté le pouvoir. C'était jeudi soir sur RTL. Qu'en avez-vous pensé, Natacha ? C'est vertigineux. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai naturellement le vertige, donc face au vide, je suis comme fascinée et en même temps angoissée. Vous êtes dur, le vide. Bien sûr, le vide. Mais à l'image, finalement, de ce qui restera de son quinquennat, c'est-à-dire cette impression qu'il est porté et poussé par les événements au gré du vent et qu'il est incapable de s'y accrocher à aucun moment. Donc cette interview m'a semblé profondément filandreuse puisque jamais je n'ai pu concevoir la moindre vision du monde, la moindre vision de ce qui aujourd'hui construit nos sociétés, leurs tensions, leurs difficultés. Rien. Je ne retiens rien de cette interview. C'est terrifiant. Raphaël Glusman. C'est un peu le résumé du problème du quinquennat qui vient de s'achever et que les gens ont déjà tendance à oublier. C'est cette incapacité, c'est vrai, à définir une vision, à définir une ligne, à définir, quand on lui pose des questions sur Emmanuel Macron, on comprend bien qu'il trouve que Emmanuel Macron est trop libéral. Mais il souhaite sa réussite. Mais il souhaite sa réussite. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est difficile de souhaiter l'échec d'un président, d'autant plus quand on a un président sortant. Mais c'est pas cela le problème. Le problème, c'est ça serait humain. Quelle vision du monde on retire de cela, et quelle vision du monde on retire du quinquennat. Mais c'est pas simplement le problème de François Hollande en tant que personne. Pour moi, c'est 30 ans d'aphasie et d'incapacité intellectuelle de la gauche à promouvoir une vision, à la produire, à la penser, qui a connu une forme d'apogée et d'apocalypse dans la personne de François Hollande. Et donc cette interview, il était à l'image de 30 années de la gauche. C'est-à-dire qu'il y avait une forme, vraiment, c'est vrai, de tristesse à écouter ça. Parce tristesse. Oui, moi, ça me rend triste. Pourtant, on entendait un homme qui avait l'air d'être heureux et qui n'était pas, au contraire, accablé par le fait d'avoir quitté le pouvoir. Non, mais c'est ça qui est le pire. C'est qu'il n'est pas accablé, non pas d'avoir quitté le pouvoir, mais d'avoir fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire c'est un autre sujet, mais j'aimerais vraiment que vous considériez ça à une seconde. C'est-à-dire qu'en général, quitter le pouvoir, ça s'accompagne d'une forme de mélancolie. On quitte le pouvoir avec regret. On est en général chassé ou contraint de quitter le pouvoir. Lui a décidé de renoncer à se représenter. Il a donc renoncé au pouvoir et il a l'air heureux. Non, mais il a eu une lucidité. Il n'a rien décidé du tout. Il a pris une décision, Natacha. Il a eu la lucidité de voir qu'il était obligé de renoncer. Ce qui n'est pas le cas de tous les hommes politiques, on peut le dire quand même. C'est-à-dire qu'il y a chez Hollande... Souvenez-vous tout de même de sa fameuse théorie du trou de souris. C'est-à-dire que le trou de souris, pour pouvoir se représenter, il l'a cherché véritablement jusqu'au bout. En cela, on peut dire qu'il a été contraint et forcé par sa propre incurie et par son propre échec. Mais il ne pouvait pas deviner la suite de cette folle campagne présidentielle avec l'explosion en vol de François Fillon. Imaginez qu'il se soit présenté. Mais c'est la question d'ailleurs qui lui est posée au début de l'entretien, c'est-à-dire cette question de savoir s'il avait décidé de se prononcer vers le mois de février, peut-être que finalement il y serait allé. Peu importe, on a envie de dire, mais peu importe. La décence eût dû lui suggérer, lui dicter dès l'été 2016 de ne pas se représenter. Raphaël Glusman. Justement, le problème, il est quasiment plus grave que cela. C'est que moi, je pense que c'est un homme décent. Déjà, assez loin dans la gravité. C'est un homme décent. C'est un homme lucide. C'est un homme normal. Et ça, cette partie-là de la personnalité de François Hollande, moi, elle me plaît parce que le côté monarque divin des présidents français jusqu'à lui et après lui, ça, c'est pas quelque chose qui m'excite particulièrement. Et donc, j'apprécie. Mais cet homme, justement, parce qu'il est décent, parce qu'il n'est pas corrompu, parce qu'il n'est pas dictatorial, parce qu'il n'est pas égocentrique autant que les autres, eh bien, cet homme incarne quelque chose qu'il dépasse, qui est pas simplement le vide de sa parole, c'est le vide de toute une parole politique de gauche qui s'est vidé de toute substance pendant 30 ans et qui finit en eau de boudin. Et pourtant, quand on écoutait François Hollande, on voyait qu'il y avait de gauche, il y avait d'un côté la social-démocratie dont il défendait le bilan, et de l'autre la critique des frondeurs et une critique très forte de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, d'accord, mais le problème que pose François Hollande, c'est le problème qu'il incarne dans son parcours même. Cet homme commence son parcours politique en publiant sous pseudonyme un éloge du libéralisme dérégulé. Ça date de 1984, si je ne me trompe. Et à partir de là, il n'a cessé d'être cet homme-là, c'est-à-dire un homme qui se réclamait d'une social-démocratie tout à fait mesurée, sans jamais assumer ce qu'il était réellement, à savoir totalement acquis au néolibéralisme tel qu'il s'est développé depuis la fin des années 70. Raphaël Glucksmann. Justement, c'est encore, si je puis dire, pire que ça. C'est-à-dire que c'est pas ça. C'est pas aussi clair. Il n'y a pas de clarté là-dedans. Et c'est pas un néolibéral, François Hollande. C'est à l'image de quelque chose qui a un courant politique qui n'a pas su se formuler, qui n'a pas su choisir. Donc c'est vrai et c'est faux à la fois. Et finalement, et en même temps assumé du nouveau président, c'est la conséquence logique de ce non-choix. Mais simplement, lui, il l'assume. Sa politique, Emmanuel Macron. Et François Hollande ne l'assumait pas. Mais François Hollande n'assumait pas de vision du monde. C'est tout le problème, mais c'est pas le seul. C'est pour ça qu'il faut pas en faire une question personnelle sur François Hollande. La personne de François Hollande peut être parfaitement plaisante. Pourquoi dites-vous qu'il n'avait pas de vision du monde ? Mais parce que quand on dit... Si on l'écoutait et si on reprend quelques moments forts du quinquennat, il y a eu l'intervention au Mali, il y a eu les moments où il a été... assez réconciliateur après les attentats. Une vision du monde, c'est un projet. La croyance que la politique peut exprimer un grand projet cohérent. Il y a eu des moments de François Hollande, je dis pas, moi, je n'ai pas du tout le jugement de dire que tout ce qui s'est passé dans le quinquennat était une catastrophe. Je dis, il n'y a pas de tout dans ce quinquennat. Il pouvait pas y en avoir parce que déjà il n'y avait pas de tout, même dans les discours qui précédaient ce quinquennat. Il n'y avait pas de tout. Et dans le parti TOUT, oui, de vision globale qui permettent à plusieurs actes de faire sens. Et ça, c'est le grand absent pour moi de la social-démocratie, mais pas seulement de François Hollande. C'est l'incapacité à formuler une vision du monde politique et finalement un renoncement à la politique. Il n'y a jamais eu de la part ni de François Hollande ni de tout ce courant idéologique de réflexion véritable sur ce que devait être une réponse à la dérégulation telle qu'elle s'était mise en place. Et aucune réponse à cette question de savoir comment on organise une société pour articuler liberté individuelle et lien collectif et égalité et solidarité. À aucun moment, il n'a été capable de penser cela. Donc, il n'a fait que subir. Et les moments, certes, on ne va pas lui jeter la pierre. D'ailleurs, à titre individuel, ça n'est pas le problème. On peut, en effet, dire qu'il a essayé d'incarner... depuis le début de l'émission. Non, mais le problème, c'est que ce qu'il a fait de bien, il l'a encore porté par les événements. Ce qui a suivi les attentats, par exemple, quel autre président eût fait différemment? Il aurait pu avoir un xénophobe au pouvoir. Oui, mais d'accord. On peut aussi, en effet, imaginer mais bon, de la part de quelqu'un de raisonnable et d'à peu près humain, nul ne pouvait se comporter autrement. Le problème n'est pas là. Le problème est de prendre la mesure. Et même sur ce sujet-là, il a mis tellement de temps à nommer les choses que c'en était effarant. C'est justement, moi je ne jette pas la pierre à François Hollande en tant que personne, et c'est justement parce que c'est une personne décente, parce qu'il n'est pas corrompu, parce qu'il n'est pas mégalomaniaque, parce qu'il est quelqu'un de normal et de sûrement très sympathique, je ne le connais pas, eh bien que ça illustre un problème qu'il dépasse. C'est-à-dire que sa personne n'est que l'expression d'un malaise politique extrêmement profond et qui n'est pas simplement français, qui est européen, voire occidental en général, c'est-à-dire le moment où cette gauche qui n'a jamais su se reformuler, qui n'a jamais su justement, ça c'est vrai, répondre à la dérégulation des années 80 et à la mondialisation, et cette gauche-là qui donc n'a pas su faire de projet, eh bien, se retrouve aphasique. Et moi, je trouve ça extrêmement symbolique et en un sens, triste. C'est-à-dire que moi, ça me rend triste de voir cela. Le vide, la tristesse, ce sont donc ce qui domine dans vos deux discours. Il vous a paru disponible, retraité de la politique ou pas loin d'y revenir, Natacha Polony ? Alors, s'il veut rester ce dont le caractérisait Raphaël, à savoir un homme décent, je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'il envisage de revenir. Mais c'est un homme qui n'a jamais fait que de la politique. Difficile de s'en débarrasser de ce virus-là. Il serait peut-être temps qu'il apprenne à vivre. Raphaël Glucksmann ?
Non, mais je pense que justement, moi, je crois en la lucidité de cet homme qui ne sait pas représenter ce qui est quand même un fait unique dans l'histoire de la Ve République. C'est quand même un moment important, puisque généralement, les présidents deviennent fous et ils ne savent même plus quand ils deviennent impopulaires. Là, lui, il avait conscience de son impopularité, donc il décide de pas se représenter. Je pense qu'il est lucide et donc je pense qu'il ne reviendra pas, en tout cas pas comme candidat à la succession d'Emmanuel Macron ou comme candidat à la tête d'un parti politique. Tout ça est enregistré. Nous aurons donc l'occasion de vérifier votre prophétie, Raphaël Glucksmann. Le grand face-à-face sur France Inter. Toujours avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann, c'était aussi cette semaine la première conférence nationale des territoires était réunie, présence du Premier ministre, grand discours du Président de la République. C'était d'ailleurs l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Il a été question de la fracture numérique, il a été question du très haut débit généralisé partout sur le territoire, il a été question d'investir également dans les centres-villes. Pourquoi est-ce que c'était un moment important pour vous, Natacha ? Non, c'est un moment important parce que cette question de la fracture géographique qui se confond avec une forme de fracture sociale est en train de miner la France. Et je pense que tout le monde a remarqué aujourd'hui à quel point il y avait coïncidence entre la souffrance que peut engendrer la disparition progressive de l'État sur certains territoires et la désindustrialisation également, et un vote qui est un vote de colère. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron ne pouvait que prendre conscience qu'il y avait là quelque chose à traiter. C'est apparu de façon totalement flagrante. Le problème est le diagnostic que l'on porte là-dessus et les réponses qu'on y apporte. Or, même si la question de la fracture numérique est importante, bien sûr, et fait partie du sujet, même s'il y a eu des propositions intéressantes sur la question du logement pour revivifier les centres-villes des villes moyennes, eh bien, un recul, un renoncement symbolise le fait qu'il n'y a eu aucune prise en compte de fond de ce qui est en train de se passer. Le renoncement à un moratoire sur l'extension ou la création de grandes surfaces et de zones commerciales. Pourquoi est-ce grave, très grave ? Parce que d'abord, ça a été décidé sous la pression de Bercy, tout simplement, qui estime qu'il faut préserver la liberté de commerce. Or, ce que symbolise cette grande distribution, c'est quoi ? C'est une logique qui est celle qui a provoqué la désindustrialisation, c'est la logique de l'extension du marché à l'échelle de la planète. C'est-à-dire qu'on incite des consommateurs à acheter toujours moins cher, on fait venir ces produits d'endroits où les producteurs, les ouvriers sont sous-payés, maltraités, où l'environnement est abîmé, et donc on détruit les industries qui faisaient vivre ces petites villes moyennes. C'était l'industrie textile, c'était l'industrie de la chaussure, c'était toutes ces choses-là qui ont totalement disparu sous les règles de l'OMC, les règles de libre-échange. Et une fois que tout cela est installé, grâce à des grandes surfaces qui ont tué les petits commerces de centre-ville, eh bien aujourd'hui on constate, mon Dieu, qu'il y a un désert sur ces territoires. Des centres-villes, Raphaël. Non, le fait qu'ils en parlent de ces centres-villes montre que de toute façon cette question s'est imposée dans le débat et que le gouvernement a l'intelligence, en tout cas, de l'affronter, cette question. Le problème qui se pose, il est pour moi assez simple. C'est pour ça que c'est une conférence extrêmement importante, en tout cas dans un problème extrêmement important. C'est qui organise le territoire ? Est-ce que le territoire est le produit simplement des lois du marché et donc des lois de l'offre et de la demande, ou est-ce que le territoire est le produit d'une action politique ? C'est-à-dire, est-ce que le territoire est le produit d'une politique décidée par le peuple à travers ses représentants ? Pour que ce soit le cas, eh bien effectivement, là je suis d'accord, la question des centres commerciaux était essentielle. C'est-à-dire qu'il faut montrer que sur certains points, eh bien la loi du marché n'est pas la seule à organiser un territoire. Et que donc, la politique peut décider de contrevenir en partie à la liberté du commerce au nom de la préservation d'une cohérence territoriale dans une nation ou dans un organisme politique. Natacha. Mais on voit bien à quel point justement cette logique-là n'est pas prise en compte dans son ensemble. Les règles économiques qui font que dans un espace unifié, quand le capital ne vient pas aux hommes, ce sont les hommes qui vont au capital. Ça, c'est ce qui est en train de créer des déséquilibres majeurs dans toutes les sociétés occidentales. Et c'est ce phénomène-là que nous voyons aujourd'hui sous la forme des métropoles qui
sont en train d'absorber l'ensemble de la richesse, et on délaisse des territoires qui doivent aujourd'hui, la seule solution pour revivifier ces territoires, c'est de relocaliser l'économie. C'est donc de contrevenir aux règles du libre-échange généralisé, qui est aujourd'hui à l'origine de cette désertification totale. Pas seulement, c'est aussi la question des services publics qui ferment dans les territoires. Oui, mais ça veut dire qu'en fait, l'État, en acceptant la fermeture des services publics, devient en quelque sorte celui qui prend acte des résultats de la simple concurrence économique. Or, moi, je pense, et là, ça va ouvrir sur la discussion qu'on aura ensuite, c'est que la politique peut faire beaucoup plus que cela. Mais la politique ne peut faire que si elle ne renonce pas à ses propres moyens. Le rapport qui a été publié cette semaine d'une centaine d'économistes qui décryptent les mécanismes qui ont appauvri les États et qui ont détruit les classes moyennes et populaires des pays occidentaux nous montre que justement cette question du rôle de l'État est profondément liée avec la question du libre-échange. C'était la première conférence nationale des territoires. Il y en aura une tous les 6 mois. C'est la promesse qui a été faite par le président de la République. franceinter.fr. Le journal d'Yves Decamp. Bonjour Yves. Bonjour. Du grand face-à-face. Bonjour Alain Badiou. Bonjour. Et bienvenue philosophe. Vous publiez avec Aude Lancelin un éloge de la politique chez Flammarion. Vous publiez également Je vous sais si nombreux. C'est le titre d'un petit livre qui paraît chez Fayard. C'est un livre dont le titre évoque évidemment le nombre, la multiplicité. Ça ne suffit pas à faire une communauté. En le lisant, je me demandais, pour vous, qu'est-ce que nous avons en commun ? Nous, Français, qu'avons-nous en commun ? Écoutez, je pense que les Français ont en commun, malgré tout, une longue histoire, pour commencer, qui a été l'histoire du pays, l'histoire de l'État, l'histoire de la France. Ils ont en commun, pour l'essentiel, la langue. Ça n'a pas toujours été le cas. La France s'est forgée dans une multiplicité de langues qui ont été tout de même unifiées par le rouleau compresseur de l'État central. Mais enfin, ils ont beaucoup de choses en commun, les Français. Et quand je dis « je vous sais si nombreux », c'est peut-être pas exactement des Français que je parle. C'est des Français qui sont intéressés à m'écouter, voilà. Hein. Des Français intéressés. C'est je vous sais si nombreux. Oui, mais nous, Français, qu'avons-nous en commun ? Nous avons ce que vous avez dit, et pourtant, quand on vous lit, vous revenez souvent sur des épisodes de rupture, révolution, révolte, fronde, colère. Eh bien, parce que je pense que c'est une des caractéristiques de l'histoire de France, n'est-ce pas ? L'histoire de la France est une histoire marquée par de profondes divisions tout au long de sa durée, et peut-être plus particulièrement depuis la Révolution française. En réalité, la Révolution française a été comme une blessure intérieure du corps social français. Pendant tout le XIXe siècle, il y a eu des tentatives de rétablir la monarchie, l'esprit anti-républicain a été très répandu, et même jusqu'à aujourd'hui, il continue à y avoir, de façon plus ou moins accusée, peut-être 2 France qui se regardent de travers. C'est pas d'ailleurs le cas de la seule France. Regardez les États-Unis aujourd'hui. Il y a 2 États-Unis véritablement extrêmement différents. 2 France qui se regardent de travers. On va ouvrir la discussion parce que c'est vrai que Natacha Polony a utilisé, travaillé, réfléchi sur la Révolution française. Vous également, Raphaël Glucksmann, tous les 2 dans des livres assez récents. Mais ce n'est pas la même révolution à chaque fois que vous évoquez les uns et les autres. Je crois que la Révolution française, qui est en quelque sorte à la fois dans notre histoire et dans les mythes qui nous constituent, a donné lieu à des interventions extrêmement diverses. C'était d'ailleurs un phénomène par lui-même extrêmement complexe. Hein. Oui. Surtout que rien n'était prévisible exactement de son devenir à partir de son point de départ, qui était la convocation des États généraux destinés à consolider autant que faire se peut le pouvoir du roi. Donc elle a été à la fois une histoire tourmentée, difficile, avec des épisodes successifs extrêmement contrastés, et puis elle est aussi devenue en partie un mythe national qui se superpose en quelque sorte à sa diversité et à sa variété en tentant de l'unifier, la Révolution française, alors qu'elle est très difficile à unifier en réalité. Très difficile, mais vous n'évoquez pas la nuit du 4 août 1789 comme le fait Natacha par exemple. Et surtout, vous révoquez finalement dans tout votre travail la question de la démocratie.
en rejetant l'idée qu'il puisse exister une véritable émancipation par ce qu'on pourrait appeler démocratie. C'est tout de même, la vision que vous développez, qui est celle de la politique comme combat entre l'hypothèse communiste et ce qui relève de la propriété et donc qui rejette tout ce qui n'est pas fin de la propriété dans l'absence de politique, me laisse, j'avoue, assez perplexe, même si je peux vous rejoindre sur énormément de points dans toute la description que vous faites, même des tensions de l'histoire Mais explorons humaine, les contradictions, de l'histoire française. Alain Badiou. Écoutez, je pense que même sur démocratie, si on regarde de près, c'est plutôt parce que le mot est lui-même divisé quant à sa signification. Quand je parle de démocratie, la plupart du temps, je le prends dans le sens usuel que ce mot a fini par prendre dans le monde contemporain. À savoir, en réalité, l'organisation d'un État parlementaire avec une certaine division des pouvoirs et le protocole électoral. Comme vous le savez, il y a toujours eu une autre tradition. Vous y êtes très hostile. Qui s'est appelée démocratie de masse, démocratie populaire, comme on veut, et pour laquelle je suis, au sens étymologique du mot, pouvoir du peuple, je suis favorable à ce sens. Qui a souvent tourné en dictature, c'est ce qu'on vous reproche souvent, Raphaël Glucksmann. Non, moi déjà, il y a une chose qui est marquante quand on vous lit, alors c'est pas nouveau, c'est pas seulement dans ces livres-là, c'est le fait de prendre la politique au sérieux. Si on prend la politique au sérieux, alors on est obligé de la considérer non pas comme de la gestion, ce qui est probablement majoritairement aujourd'hui le cas, mais comme une transformation. Une transformation de la société, d'un peuple qui se décide de se transformer en fonction de principes. Vous parlez de la justice dans le livre, de l'éloge de la politique. Et donc là-dessus, moi je suis complètement d'accord, c'est en rupture avec cette vision gestionnaire de la politique. La question qui, moi, me pose problème, c'est la question de la violence, parce que cette transformation est une transformation qui, par essence, est violente. Alors tout l'enjeu, c'est quelle niveau de violence peut être légitime dans une transformation d'une organisation sociale. Et quand vous prenez comme exemple la révolution culturelle chinoise, enfin la fin, 71-75, comme exemple de transformation réelle d'une organisation sociale par la politique, eh bien là on a un différent fondamental, c'est-à-dire que le niveau de violence qui s'exerce dans cette transformation, pour moi, délégitime la transformation, puisqu'elle supprime effectivement le côté démocratique, au sens de, cette fois-ci, pas seulement pouvoir du peuple, mais de respect d'une pluralité qui est nécessaire à la vie politique. Alain Badiou. Oui, mais vous comprenez, le respect de la pluralité ne peut pas aller jusqu'à méconnaître les positions hiérarchiques de cette pluralité. C'est ça tout le problème. Voilà. Donc, la violence, personnellement, je la suspecte aussi. Je n'en suis pas un turiféraire éperdu, pas du tout. Et je sais parfaitement que un usage immodéré de la violence, notamment dans les expériences d'État socialiste, a largement été responsable de leur échec final. Donc, non seulement la violence d'un point de vue éthique ne me paraît pas quelque chose de particulièrement positif, mais en plus je la soupçonne d'être également... Mais alors expliquez-nous comment vous vous référez encore à la révolution culturelle en Chine, quand on pense d'abord, aux exactions des gardes rouges, aux purges, aux exécutions et des millions d'hommes. Je voudrais vous dire d'abord quelque chose. Il serait temps de se référer, quand on parle de la révolution culturelle, à des ouvrages d'histoire, au sens technique du terme, documentés, ramifiés et neutres. Il en existe en tout cas un, c'est le livre de Yong Lee, un universitaire américain qui s'appelle La politique de la révolution culturelle, quelqu'un qui n'est nullement un maoïste, c'est un universitaire américain, et il a fait un long travail de documentation, et son livre raconte la révolution culturelle, y compris dans ses figures de violence, et y compris aussi dans les raisons mêmes de son échec. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la révolution culturelle m'intéresse pour une seule chose. C'est l'unique tentative historique que nous connaissions de modifier de l'intérieur un État communiste, un État socialiste, par des méthodes qui ne soient pas celles de l'épuration policière des cadres dirigeants. Méthode qui a été adoptée par Staline avec les résultats que nous savons. C'est-à-dire c'est une tentative qui mobilise un certain nombre de forces collectives disponibles dans la société, les étudiants d'abord, les ouvriers ensuite, au prix d'ailleurs de très fortes divisions dans les deux cas, et
ce sont ces divisions qui ont provoqué en réalité l'anarchie et la violence dans laquelle cette révolution s'est déroulée. Mais c'était une tentative de régler, de solder les problèmes des États socialistes par d'autres moyens que la dictature étatique et policière. Ça m'intéresse à ce titre-là. Je suis tout prêt à reconnaître que ça a été un échec, et que ça a été un échec dont le prix a été élevé. Mais il me semble que dans toute la façon dont vous organisez cette vision même de la révolution culturelle et de l'ensemble de l'expérience communiste, en fait, vous évacuez deux questions cruciales, me semble-t-il. Celle d'abord de l'émancipation individuelle, sans laquelle toute expérience de lutte contre le capitalisme dans son appropriation de tous les modes de vie et de toutes les structures de la société. Donc, sans cette émancipation individuelle, il n'y a pas de possibilité, j'allais dire, de lutter réellement contre ce qui fait l'aliénation, ce qui construit l'aliénation capitaliste. Parce que vous construisez une autre aliénation si vous éliminez la dimension individuelle et que vous ne gardez que l'émancipation collective. Et autre point qui me semble frappant, c'est que vous ne semblez pas envisager qu'il puisse exister d'autres formes d'organisation économique que soit le capitalisme, soit la propriété collective des moyens de production. Toutes les expériences de coopératives, par exemple, je pense à l'expérience des ouvriers de l'IP en 1973, nous montrent qu'il y a d'autres moyens d'organisation qui permettent de contourner les problèmes qui surgissent. Eh bien, écoutez, sur ces deux points, je suis en vérité en désaccord avec vous. Je vais dire pourquoi. Sur le premier point, je pense que la figure qu'on appelle celle de l'émancipation individuelle ne peut pas être mise au poste de commandement dans l'action politique. Parce que de quelle force disposent en réalité des groupes humains qui veulent transformer la société? Ils disposent exclusivement de la force collective et de leur capacité d'unité et de discipline, on le sait bien. Ils n'ont ni les armes, ni l'argent, ni les disponibilités, ils n'ont que leur cohésion. Et donc si je mets en avant de façon préférentielle la cohésion par rapport à la détermination individuelle, c'est parce que je sais parfaitement que c'est de cette cohésion collective que dépend la possibilité même d'un changement effectif de la société, sur le premier point. Et sur le deuxième, alors là nous pourrions discuter à l'infini. Il se peut très bien qu'il y ait des leçons à tirer des expériences coopératives qui ont commencé d'ailleurs dès le 19e siècle. Il y a eu plusieurs communismes au 19e siècle. Il y a eu un communisme utopique, il y a eu un communisme coopératif. Le communisme étatisé, qui a dominé finalement à partir de l'expérience soviétique, n'est peut-être pas la formule unique. Lorsque je parle de l'appropriation collective, je ne dis pas que la seule figure d'appropriation collective est l'appropriation collective centralisée et étatisée. Je pense que les expériences de collectivisation sous toutes leurs formes doivent être reçues et examinées sur ce point-là. Raphaël Glucksmann. Il y a nécessairement aujourd'hui, pour qui prend la politique au sérieux, c'est l'idée d'un retour au commun, puisque le commun s'est tellement dissous dans justement la quête de l'émancipation individuelle, qu'il y a un déficit de politique en réalité, même si on a de la politique partout sur les ondes tout le temps, il y a un déficit de politique aujourd'hui en Occident en général, dans les démocraties libérales occidentales. Mais allez-vous aussi loin qu'Alain Badiou, Raphaël ? Et moi, tout l'enjeu, c'est comment on peut opposer à ce déficit de politique quelque chose qui ne relève pas de la religion, au sens pas de la religion où il y a un Dieu, mais dans le sens où, en vous lisant, et en lisant l'histoire de ces mouvements à travers votre plume, il y a, et cette quête, comme vous l'avez dit, d'unité, de discipline dans la transformation, dans la quête de transformation, il y a une forme de monothéisme, si je suis honnête, c'est-à-dire quelque chose qui, moi, m'inquiète, parce que la grande question qui doit être la nôtre, c'est comment cette transformation peut se faire avec la pluralité, en conservant cette idée du multiple, sans vouloir une réduction à l'un. Parce que le problème, c'est qu'on finit sinon toujours par commencer même par éliminer celui qui est un peu différent au sein même des volontés de transformation. C'est-à-dire que l'ennemi est d'abord le déviant de son propre mouvement. C'est même plus le banquier. On va d'abord regarder son camarade de mouvement. Alain Badiou. Écoutez, votre objection est paradoxale parce que j'ai écrit une œuvre philosophique très importante dont le fondement est précisément que l'être est multiplicité par lui-même. Oui. Et par conséquent, il y a chez moi au contraire une polémique contre l'un, une polémique explicite, non seulement contre la figure religieuse de l'un, mais contre l'un en général. Quand je parle de
de la discipline, c'est toujours un phénomène local. C'est-à-dire, ça ne consiste pas du tout à totaliser ou à unifier l'ensemble de ce qui existe. C'est simplement un opérateur, à un moment donné, d'une division efficace, c'est tout. Je vais apporter le dissensus dans ce débat, puisque tout le monde a l'air d'accord. En l'occurrence, ce que vous appelez la discipline, d'autres l'appellent la terreur. Quand vous vous référez à l'histoire et que vous parlez de la Révolution française, la séquence qui vous intéresse le plus, c'est 92-94. Donc en pleine terreur, c'est l'exécution de Louis XVI, c'est jusqu'à la mort de Robespierre. Vous êtes tous d'accord avec l'idée que on origine la politique durant cette séquence-là? Vous formulez la question, cher Ali Badou, de manière peut-être plus radicale, mais enfin c'était exactement la même question que celle que je posais au début, c'est-à-dire la question de la violence, c'est celle de la terreur. Oui, mais on a déjà dit un mot tout à l'heure de la question de la terreur, mais sur la question de la violence, il faut tout de même bien voir que nous ne vivons pas dans une société pacifique, pas du tout. Nous vivons dans une société qui est armée de violences considérables. Une grande partie de ces violences s'étant exercée tout au long de la construction de nos sociétés, plutôt à l'extérieur. Vous parlez de la France d'aujourd'hui ? Oui, plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur. La France d'aujourd'hui est une société plus violente que par le passé. Je ne dis pas ça du tout. Je ne dis pas que la France d'aujourd'hui est une société plus violente que par le passé. Je dis que la France telle qu'elle est résulte d'une histoire, d'une violence extraordinaire. Bien sûr. Voilà. Eh bien, si nous voulons créer quelque chose, nous pouvons le faire en essayant d'éviter le maximum de violence, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on va les éviter inévitablement, qu'on puisse trouver un chemin dans lequel toute violence soit interdite. Non, mais sans interdire toute il y a des ennemis, il y a des gens qui ne veulent pas du tout désignez-les, ces ennemis, juste pour qu'on s'entende. Les ennemis, c'est évidemment l'oligarchie. Tout le monde sait que 300 personnes possèdent aujourd'hui l'équivalent de 3 milliards d'autres, que nous sommes dans un régime inégalitaire plus considérable qu'aucune des sociétés antérieures, et que ce groupe, ses affidés, ses soutiens étatiques, etc., sont absolument décidés à conserver les choses comme elles sont. Oui, mais j'ai envie de vous opposer, par exemple, les réflexions de George Orwell, qui constatait en effet cette question de l'appropriation et de la violence par le capitalisme, et qui se demandait pourquoi, étant donné que toutes les conditions étaient réunies, le peuple, dans son ensemble, n'adhérait pas aux idées communistes. Et il en concluait que c'était parce que les intellectuels qui pensaient le communisme ne comprenaient pas l'aspiration profonde de ce qu'il appelait les gens ordinaires à la perpétuation de leur mode de vie, de leur tradition. Et il me semble que c'est exactement ce qui transparaît en permanence dans votre vision du monde et dans la façon dont vous présentez cette hypothèse communiste. Alain Badiou. Je ne crois pas du tout que ce soit exact, ceci. Après tout, je peux me targuer ici d'un passé effectivement militant. C'est-à-dire d'un passé dans lequel j'ai été longuement au contact réel avec des gens ordinaires. Et j'ai toujours remarqué que les gens ordinaires sont évidemment, comme tout le monde, divisés sur l'ensemble de ces questions, mais que la voie qui consisterait à s'organiser, à s'unifier au terme de discussions aussi longues qu'il le faut sur des objectifs qui seraient des objectifs de transformation radicale de la société telle qu'elle est, peuvent absolument recueillir un assentiment très considérable. Ah oui ? Mais absolument. Oui, absolument. Quand dans l'histoire récente ou dans la France d'aujourd'hui ? Mon cher monsieur, regardez comment fonctionne l'idéologie dominante, les appareils dont elle dispose, la masse de convictions qu'elle dispense, la corruption qu'elle fait régner aussi au niveau de tous les étages de la société, ce que le poète Pasolini appelle l'humble corruption, qu'on fonctionne dans notre société. Face à ça, nous avons quoi ? Nous avons un grand échec historique de la première tentative communiste, je le reconnais absolument, du communisme étatisé, et nous sommes donc dans des ruines. Alors, nous devons reconstruire quelque chose. Nous sommes à peu près comme le Marx de 1840, quelque chose comme ça. Nous sommes au commencement et non pas à la fin de quelque chose. Raphaël. Au-delà de la machine de propagande, ce qui a souvent rebuté les majorités effectives, c'est l'aspect profondément dogmatique du révolutionnaire professionnel. C'est-à-dire la personne qui vient et qui sait déjà ce qu'est l'avenir et la manière dont les masses doivent le suivre. En avant des masses, mais d'un pas seulement, disait Lénine, mais c'est souvent en avant des masses de 1000 pas, avec le savoir intégré. Et donc, moi, mon problème, c'est qu'en fait, en théorie, très souvent, je suis d'accord avec vous, et quand vous citez les exemples historiques, c'est des exemples
typiquement, si on prend les révolutionnaires français... Comment pouvez-vous être d'accord avec Alain Badiou? Mais parce qu'il y a plein de points... Vous, social-démocrate, Alain Badiou, profondément communiste et critiquant la démocratie représentative. Mais là-dessus, je ne suis pas d'accord, mais quand on m'explique qu'il y a eu un renoncement... Mais non, parce que vous avez lu le livre. Il y a un renoncement. Mais non, quand on dit qu'il y a un renoncement à la politique, au sens où la politique n'a de sens que si elle veut transformer la société. Après, nous, on ne sera pas d'accord sur la manière dont on la transforme et sur l'horizon de transformation, mais ce qui est fascinant aujourd'hui dans nos démocraties occidentales, et ça explique l'érosion de la social-démocratie. Moi, je suis un vrai social-démocrate, donc je ne considère pas que les gens qui aujourd'hui perdent élection sur élection... Voilà, je suis complètement en deuil. Mais parce que je ne considère pas que les gens qui perdent aujourd'hui les élections, mais qui perdent aujourd'hui les élections sont des sociodémocrates. Je pense que c'est des gestionnaires qui se sont convertis à l'économie de marché, qui ont renoncé à la politique et qui ont abandonné la social-démocratie. Oui, donc voilà, là-dessus, je suis d'accord. Moi, ce qui me pose problème, donc dans cette hypothèse communiste, c'est l'impression d'avoir un horizon extrêmement clair qui ensuite, logiquement, s'impose aux gens via une élite révolutionnaire éclairée. Moi, c'est ça qui m'effraie. C'est la question de la terreur. Encore une fois, on y reviendra toujours. C'est pour ça que je vous comprends. Mais je voudrais d'abord soulever un point. Il y a une dogmatique consensuelle aussi. Bien sûr. Et il y a une dogmatique consensuelle. Elle porte sur quel point? Un point qui me paraît très important. Personne, au fond, aujourd'hui, ne déclare vraiment que le capitalisme, dans son déploiement actuel, est une chose magnifique. Et c'est très peu de gens. Donc on peut être tous d'accord, même peut-être autour de cette table, pour dire c'est quand même pas formidable. Les inégalités en question, le consumérisme déchaîné sur des objets insignifiants, c'est pas formidable. Mais quel est donc le ressort de la propagande capitaliste aujourd'hui? C'est que rien d'autre n'est possible. C'est son seul recours. Au fond, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, vous pouvez être même comme moi un communiste enragé, ça ne compte pas tellement parce qu'on vous opposera toujours, les expériences dont vous vous réclamez ont été des échecs sanglants. De toute façon, rien d'autre n'est possible. Et donc, si vous devez affirmer que oui, quelque chose d'autre est possible, vous êtes bien obligé de partir d'un principe, d'une conviction et d'une affirmation. Vous ne pouvez pas partir d'autre chose. Et je crois que c'est un peu exagéré de dire que dès que vous mettez en avant un principe ou une conviction, vous êtes dans un dogmatisme néo-religieux. C'est une nécessité parce que on vous dit que rien d'autre n'est possible. Et vous commencez donc par affirmer la possibilité. Ne peut-on pas partir d'une hypothèse qui ne serait pas l'hypothèse communiste, mais une hypothèse socialiste libertaire, c'est-à-dire qui tiendrait compte justement de l'émancipation des individus et de leur capacité à construire par eux-mêmes le modèle qu'ils veulent et qui ne sera pas un modèle capitaliste parce que je ne pense pas que ce soit l'aspiration des peuples aujourd'hui. Simplement, ça nécessite justement de sortir de ce dogmatisme. Ça nécessite d'inventer un système qui permet non pas à une avant-garde de décider ce qui va être bon et de l'organiser, mais qui permette de faire ressurgir des modes de vie et des modes d'organisation depuis la base. Oui, mais le fait que les idées révolutionnaires doivent en définitive venir de la base, c'est une idée à laquelle je suis moi-même très attaché. En définitive, je l'ai expérimenté politiquement. Mao Tse-tung, permettez-moi de le citer, disait que le travail politique, ça consiste à rendre aux masses sous une forme stylisée ce qu'elles vous ont donné sous une forme toujours un peu confuse. J'admire cette définition. Et donc, je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais ce qu'il faut tout de même avoir aussi présent à l'esprit, c'est que la politique, cette politique, qu'elle soit libertaire ou plus centralisée, fait face à des ennemis redoutables, à des ennemis dont la vigilance est extrême, et qui, dès qu'ils voient des tentatives, quelle que soit leur nature, qui leur sont hétérogènes, ils ont deux tactiques fondamentales, soit si c'est absolument nécessaire de les écraser, mais le plus souvent de les corrompre, de les inclure dans leur système. Combien d'entreprises de radios libres, etc., se sont retrouvées finalement enchaînées dans les dispositifs capitalistes? Mais bien sûr, mais Raphaël, l'argument massu de cette machine de propagande qui vise à décourager toute autre tentative d'autre chose. Leur argument massu, c'est regarder
ce qui s'est passé en Chine, regardez ce qui s'est passé en URSS. Donc quand vous revendiquez de Mao Tse-tung... Non mais revenons à la France de 2017. Non mais vous leur donnez raison, c'est-à-dire que Et je ne leur donne pas raison, je ne donne pas plus raison que quelqu'un qui dirait il y a un problème à résoudre, je vous fais part des solutions erronées concernant ce problème parce qu'elles sont en elles-mêmes intéressantes sur la question de savoir pourquoi elles sont erronées. Mao Tse-tung considérait des problèmes analogues à ceux qui sont les nôtres, les solutions qu'il a proposées ont échoué, mais c'est pas parce que les solutions ont échoué que le problème disparaît. Donc le problème de savoir quelle est la méthode d'affrontement avec les gens qui ne veulent pas que le monde change et qui sont des hommes redoutables et disposant de la puissance maximum est un problème qui demeure. Alors vous pouvez dire oui, pas la violence, pas ceci, pas cela. Je vous comprends, mais quoi alors ? Quoi, vous comprenez? Et il y a des contradictions, comme dit la logique dialectique, il y a quand même des contradictions qui sont réellement antagoniques. Mais il y a aussi des acquis de l'histoire, et on ne parle pas de la retraite par répartition, vous ne parlez pas de la sécurité sociale, du système de santé, de la limitation du temps de travail, par exemple, ce qui existe dans la France de 2017. Par tous les moyens, hein. Oui, mais on peut aussi imaginer... par la pratique social-démocrate à un moment donné de l'histoire européenne. Bien entendu, je par le bras de fer entre, pardon, pour moi, par le bras de fer entre le système capitaliste et un système qui le mettait en cause, un mouvement ouvrier qui le mettait en cause et qui, heureusement, faisait peur grâce Ne remontons pas l'histoire, revenons à aujourd'hui. Non, mais ceux qui ont inventé la sécurité sociale, c'est les sociodémocrates allemands, donc on peut dire ce qu'on veut, c'est pas les bolcheviks qui l'ont fait. Alain Badiou. Non, c'est vrai. Oui. Qu'avons-nous de commun, nous Français, en 2017? Vous recommencez comme au début, là. Exactement. C'est pas la logique dialectique, mais c'est une construction circulaire. Comme la discussion a échoué, vous recommencez au début. Non, elle n'a pas échoué. Mais j'aimerais juste savoir justement ce qui peut nous permettre de tenir ensemble, de vivre ensemble, puisque vous pointez des contradictions dans le corps social qui ne peuvent se résoudre que par l'affrontement. Ben oui, je pense qu'en définitive, à la fin des fins, il existe quand même une contradiction antagonique. C'est ça le fond de l'affaire. C'est-à-dire, il y a des gens qui, avec l'argumentaire selon lequel rien d'autre n'est possible, et qui sont les régents de cette unique possibilité, entendent conserver leur pouvoir par tous les moyens. Et donc, ce qu'il y a de commun aux Français peut être historique, langagier, etc. Mais dès qu'on touche à la politique, on sait très bien qu'on est dans le réseau d'un nombre considérable de conflits. Donc pas la peine de voter. Ah, ça, c'est une autre question. Moi, je ne suis pas non plus un dogmatique de l'anti-vote, c'est pas le problème. Très souvent, ne pas voter ne sert absolument à rien, pas plus que voter. Donc, c'est pas ce point-là. Le point, c'est que je constate que, dans l'état actuel des forces parlementaires représentatives, le choix entre l'une plutôt que